Deuxième point, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. On aura des personnes, des membres de l'association qui seront là pour vous répondre et puis on pourra y revenir à la fin. Et puis, je vais laisser sans plus attendre Lise Détrimont, qui est déléguée générale de l'association et qui va vous présenter en quelques mots le rôle et la dynamique de l'association actuelle. Merci beaucoup, Marine. C'est bon, l'introduction est faite, parfaite. Très rapidement, quelques mots quand même sur Winship. Donc, Winship, c'est une association. Alors, Marine, peut-être tu peux passer à la première slide. C'est une association qui a été créée en 2019 avec pour finalité de développer un transport maritime plus propre et décarboné en utilisant l'énergie du vent pour propulser les navires de charge, les navires de travail. Aujourd'hui, l'association œuvre avec 4 premiers objectifs qui sont vraiment de faire connaître la filière dans le développement son image, la notoriété des solutions de propulsion par le vent. C'est en ce sens qu'on a écrit un livre blanc de la propulsion des navires par le vent qui a été publié l'année dernière. On réalise un certain nombre d'événements comme Wind for Goods qui aura lieu en juin prochain. On travaille sur l'amélioration des conditions de compétitivité d'une filière qui se crée en France. On essaye de guider les nouveaux arrivants et puis de construire des projets collectifs qui vont faire avancer l'ensemble de la filière. Passer à la slide suivante. Aujourd'hui, Winship, c'est à peu près 35, ce sont 35 entreprises adhérentes qui sont à la fois des armateurs, des bureaux d'ingénierie, des équipementiers, des architectes navals et qui sont répartis dans toute la France. Alors évidemment avec une grande frange, une grande partie sur les franges du littoral. En complément de cette introduction de l'association, quelques mots sur l'enjeu de la propulsion des navires par le vent. Donc, la propulsion des navires par le vent, c'est l'utilisation d'une énergie qui est vraiment renouvelable, qui est gratuite, qui est relativement abondante sur notre planète, surtout qui ne va pas entrer en concurrence avec d'autres usages. On le sait aujourd'hui, décarboner la flotte maritime mondiale va nécessiter une très forte demande énergétique et cette énergie, on en a besoin aussi pour d'autres usages, notamment terrestres. La propulsion par le vent permet d'utiliser une énergie qui est disponible uniquement pour le navire. On a de nouvelles technologies qui ont été développées depuis quelques années, des voiles, des ailes, des kites, des profils avec une utilisation d'énergie et d'autres technologies complémentaires comme le routage qui sont absolument nécessaires et qui permettent d'équiper des navires de marine marchande de systèmes propulsifs qui sont efficaces. L'année dernière, on avait réalisé une table ronde dans le cadre de l'événement Navexpo, dans lequel devait avoir lieu cette table ronde qu'on replace donc aujourd'hui en mode webinaire, dans laquelle on vous avait parlé des grands enjeux, des grands défis de la propulsion par le vent. Et là, ce webinaire fait un peu suite à cette première étape, mais avec des évolutions. Parce qu'entre-temps, les technologies gagnent en maturité, et on va en parler là, tout à l'heure. Et puis, on a un contexte global qui évolue, avec évidemment les événements, la guerre en Ukraine. On a au niveau français une feuille de route de la décarbonation du maritime qui a été publiée la semaine précédente en réponse à l'article 301 de la loi Climat et Résilience. Et dans cette feuille de route décarbonation, il y a un levier qui est clairement identifié comme, comme la propulsion par le vent. Donc, le 12e levier, c'est la propulsion des navires par le vent, qui précise que 25 à 30% d'énergie, soit l'équivalent de 15 champs éoliens, pourrait être économisé demain en équipant une flotte maritime française de propulsion par le vent. On a des règlements qui entrent en ligne de compte, règlement FuelEU Maritime au niveau européen. On a une révision de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'OMI qui est en cours aujourd'hui. Et tout ça se conjugue pour laisser une place de plus en plus importante à la propulsion des navires par le vent. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment en quoi ces équipements qui sont développés sont réellement marins, répondent aux besoins industriels d'une navigation pendant 25 à 30 ans dans des conditions marines.
Comment est-ce qu'on arrive à respecter la performance opérationnelle qu'on prédit sur ces navires? Et puis, quels sont ces nouveaux navires, hein, et ces nouveaux armements qui émergent? Voilà, donc je laisse Marine reprendre la main et passer la parole à nos intervenants. Merci. Merci beaucoup, Lise, pour cette introduction. On va pouvoir commencer le tour de table avec pour chaque intervenant une question générale de votre engagement et puis une question spécifique, plus spécifique sur vos compétences. Et on va commencer par Philippe Markovitch. Vous êtes donc fondateur et dirigeant de ACC Wing, concepteur et constructeur de l'aile souple affalable. Alors, j'aimerais d'abord commencer par vous demander pourquoi, de quel secteur venez-vous et pourquoi aujourd'hui travailler sur le transport maritime à la voile. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi vos équipements sont-ils fiables et robustes pour répondre aux conditions de mer? Ok, bonjour à tous. Il y a 40 ans, j'ai lancé une activité de matériaux composites au sein de la société Si Commun, qui était la société de mon père, et qui m'a permis de lancer un département composite qui est devenu par la suite une activité à part entière. J'étais passionné par la voile, avec un grand intérêt pour la construction en matériaux composites, avec une préférence pour les multicoques, pour la performance, la rapidité. Et puis, donc voilà, pendant 40 ans, ça a été très chouette de collaborer avec des architectes navals, des chantiers, et puis aussi déborder sur beaucoup d'autres industries. Pour en revenir au gréement, l'optimisation des gréements m'intéressait beaucoup. J'avais imaginé une aile épaisse, avant de me rendre compte que Hugues Turquem, que je connaissais depuis mes débuts, avait beaucoup travaillé sur le sujet. Donc ça, c'est un point capital, car j'ai eu la chance que Hugues accepte que nous nous lancions sur la mise au point d'un gréement pour l'offshore, pour le yachting. C'était le yachting, la course, le yachting. Pour l'offshore, donc, et non pas pour des gréements très performants de lacs ou des circuits de régates côtières ou pour des America Cup. Donc, nous avons réalisé un premier concept d'aile qui est destiné au yachting, qui est un mix de tissus et de matériaux composites qui est complètement affalable, avec la possibilité de porter des ailes de petit temps en tête de mât. Parce que dans le yachting, c'est important de pouvoir multiplier sa surface de voile et profiter donc de spinnaker, de côte zéro, de différents types d'ailes par très petit temps. Mais surtout, donc, ce que Hugues a mis au point, c'est un système de cambrure très contrôlable, automatiquement contrôlable, qui est actionné par des muscles. Il n'y a pas de pièces métalliques internes, c'est compatible avec le milieu marin et ses aléas. Donc, on a réalisé une première aile de 60 mètres carrés qui est montée sur un catamaran. Et cette aile nous a appris beaucoup de choses, puisqu'elle avait donc des composants du tissu, mais aussi des composants, des baumes en composite. Et de là, Hugues a imaginé une solution pour faire une aile qui serait 100% en composite, sans tissu, qui, elle, serait dédiée pour la marine marchande, avec l'avantage d'avoir des panneaux télescopiques qui peuvent complètement s'affaler, mais toujours avec le même système de mise en cambrure qui est très efficace. Donc là, on n'avait plus la contrainte de porter des ailes, des voiles en tête de mât, parce que ce n'est pas ce que l'on envisage pour la marine marchande. Ça permet aussi d'avoir des contraintes un peu moindres pour les mâts, avoir un mât qui puisse être rétractable, non pas complètement rétractable, mais peut-être de moitié ou de 40% pour réduire la hauteur du mât, tandis que l'aile 100% composite peut complètement s'affaler et même descendre en dessous le pont. Donc, c'est cette aile qu'on appelle notre aile pour la marine marchande. On va la présenter dans 2 semaines au JEC, la Journée européenne des composites au Parc des Expositions à Villepinte, sur le grand stand de Si Commun. Et puis, surtout, on va la présenter à Wind for Goods, donc le 1er juin, avec l'aile yachting aussi, mais on aura donc les 2 ailes. Donc, dans les deux cas de figure, le réglage de l'incidence, son automatisation sont des choses très importantes, parce qu'un inconvénient, ces ailes épaisses, c'est qu'elles ne vous parlent pas.
elles ne faceillent pas, elles ne font pas de bruit. On ne peut pas, par transparence, essayer de voir des penons pour essayer de la régler. Donc, manuellement, on peut, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas de l'automatisation pour des bateaux de marine marchande avec des équipages qui n'ont pas besoin de connaître tous les petits détails, donc de réglage, de gréement savant qui existent donc dans le domaine du yachting. Donc, toujours avec l'objectif de la performance sur toutes les allures, avec une excellente remontée au vent, destinée pour des navires avec des plans anti-dérive et non pas pour du refit avec des coques à fond plat. Et ça, ce sont les bateaux, les navires de l'avenir, en collaboration, bien entendu, avec les architectes navals. Et donc, l'autre aspect donc, qui importait par rapport à notre développement, c'est de travailler sur l'automatisation complète. Donc, de là, nous, on a abordé la société Sirena, filiale de Naval Group, pour aller vers l'automatisation complète de l'angle d'incidence, du réglage, de la navigation prédictive. C'est un point très important pour faciliter l'utilisation du transport donc, vélique. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, je suis arrivé à temps. OK. Oui. On a beaucoup d'intervenants et donc on reviendra sûrement. Justement, on va parler de beaucoup de sujets que vous avez abordés. Et je me tourne maintenant vers Gilda Kemener, qui est dirigeant de Wizamo, concepteur et constructeur du système d'ailes gonflables. Alors, je vous laisse d'abord vous introduire et introduire votre engagement et puis compléter ce que vient de nous dire Philippe et peut-être nous expliquer quelles sont les règles de sécurité et de maintenance pour vos systèmes. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Marine, là. C'est bon? Très bien, parfait. Impeccable. Alors, je vais essayer de mettre la caméra, ce qui sera encore mieux. Parfait. Bon, super. Oui, bonjour. Merci de cette opportunité. Donc, alors, le système Wizamo, c'est une aile gonflable, rétractable et automatisée qui a été mise au point par le groupe Michelin. Donc, on est passé au travers de différentes on va dire différentes étapes, notamment de prototypes. Alors, le tout premier prototype, c'est l'aile de 100 mètres carrés qu'on a monté sur le bateau de Michel Desjoyaux, qui est un voilier de plaisance, un Sens 43 de Beneteau, depuis bientôt 2 ans, qui a permis de tester un petit peu les fonctions de base nécessaires dont parlait Monsieur Markovitch à l'instant, c'est-à-dire que ces ailes pour un développement dans la marine marchande, les ailes épaisses surtout, j'ai bien aimé ce que vous disiez, elles ne parlent pas parce qu'elles ne font jamais de bruit, elles ne faceillent pas, c'est vrai, et du coup, il faut qu'elles soient complètement automatisées, qu'elles se gèrent un peu toutes seules et qu'elles soient quasi indolores pour l'équipage. Donc, le principe qu'on a pu vérifier avec ce prototype de Michel, c'est qu'effectivement, ça marche, c'est-à-dire que l'aile se déplie entièrement, hein, le mât se hisse, se gonfle, elle se gère toute seule au niveau de l'incidence. Quand il y a des petits problèmes de sécurité, elle réduit la voilure toute seule, elle ne demande rien à personne. On peut même paramétrer un angle de gîte de façon à ce qu'au-delà d'un certain degré, hop, elle laisse partir de la puissance. Enfin bref, ça, on peut vous confirmer que ça fonctionne parce que ça fait presque 2 ans qu'on le teste en conditions réelles. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur les différentes technologies à ce niveau-là. C'est des choses qui vont être possibles et rendues possibles pour les marins de commerce demain. La deuxième étape qu'on a voulu tester, nous, c'est sur le roulier de Maritime Nantaise, hein, le ferry que vous voyez là. Donc, on a là, pour le coup, testé autre chose. On a remis une aile de 100 mètres carrés que vous voyez en bas à droite, donc qui, bien sûr, a pour vocation à propulser le navire, hein, parce qu'il faudrait qu'elle ait une taille au moins 5 à 8 fois supérieure et qu'il y en ait 2 ou 3. Mais ce n'était pas le but. Là, le but, c'était de tester en environnement réel comment se comporte le système, comment il est perçu par l'équipage, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de maintenance, de réparation potentielle, en gros, comment ça se passe dans la vraie vie. Et puis, ce que vous distinguez un petit peu aussi, c'est qu'elle est associée à un conteneur qui contient un banc de mesure. Et ça aussi, c'est un principe de réalité qui nous a guidés, c'est de dire que ce banc de mesure, en fait, va nous permettre, via tous les capteurs qu'on a, de mesurer réellement la réalité de l'effort transmis et de la promesse en termes de performance, et de la comparer avec ce que peuvent donner les modèles de simulation numérique. Donc, c'était important pour nous aussi de sortir du monde de la simulation numérique et de le confronter à la réalité, parce que sur les profils souples, particulièrement, on a besoin de voir ce que ça peut donner. Donc, la prochaine
donc là, les essais sont en cours sur le sang, ce qu'on appelle donc le sang MN chez nous, c'est-à-dire le ferry de la maritime nantaise. Et pour revenir plus particulièrement, disons, sur la partie que tu citais, la marine, liée à la maintenance et puis à la, pardon, à la maintenance particulièrement. Donc, bon, il y a bien sûr tout un volet réglementaire, hein, puisque les systèmes doivent être homologués par un organisme de classe pour leur utilisation à bord, en mer. Donc ça nécessite quand même, dès la conception, d'intégrer beaucoup de respect des règles, notamment de l'ONI, de façon à ce qu'on soit sûr de garantir en fait les biens et les personnes qui sont à bord. Ce qui est aussi intéressant, je pense, dans l'approche, on a conçu différents cas de maintenance préventive curative pour voir aussi ce qui peut être réalisé par les équipes techniques à bord, parce que sur les grands navires de commerce, on a quand même beaucoup de compétences techniques présentes à bord. Et essayer de faire la part des choses avec ce qui nécessite une intervention. Donc les systèmes, en tout cas Wizamo est aussi conçu dans le sens bien sûr d'une grande longévité, hein, on a dit 25 ans pour le mât, d'une faible usure puisque l'enveloppe n'a pas nécessité d'être étanche, c'est de la basse pression, donc le tissu doit durer au moins 5 ans et n'est pas soumis à des grands aléas qui l'empêchent de fonctionner même en cas de faible déchirure puisqu'il n'a pas nécessité d'être étanche. Donc le système a vocation à être simple, à se piloter seul et à requérir assez peu de maintenance. Et ça aussi, c'est valable dans le choix des matériaux qui ont été utilisés pour le faire. L'autre aspect qui est intéressant, et je pense que toutes les technologies vont nous amener vers ça, c'est la data. C'est-à-dire que tous les systèmes maintenant aujourd'hui peuvent être quasi des objets connectés. Et donc l'instrumentation du système permet d'anticiper des actions à distance pour soit prévoir, anticiper des actions sur la maintenance préventive ou en cas de problème, pouvoir dépanner l'équipage à distance, le tout toujours dans un esprit de pouvoir protéger l'équipage, le navire et puis le système lui-même. Bien sûr, merci beaucoup Gilda. On va passer maintenant à Marc Timpron, directeur général chez Beyond the Sea, concepteur et constructeur de la technologie de propulsion par avion SeaKite, qui est une aile de kite. Je vous laisse également vous présenter et nous présenter un peu votre engagement et pourquoi travailler aujourd'hui dans le transport maritime à la voile. Et puis nous expliquer ce qui reste encore à développer en matière de formation. Bien, merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire qui aurait dû se tenir lors de Navexpo. Écoutez, moi j'ai rejoint l'aventure Beyond the Sea il y a un petit peu moins d'un an. Je suis de formation commandant, chef mécanicien illimité, marine marchande, et j'avais besoin de donner un sens à mon engagement sociétal tout en permettant la continuité et l'accroissement de la société Beyond the Sea qui a été fondée par le grand navigateur Yves Parlier en 2014. Beyond the Sea, c'est une société qui développe aujourd'hui deux produits. Un produit qui s'appelle Liberty Kite, qui est une aile simple, qui n'est pas celle qu'on voit sur la présentation, mais qui est une aile simple, qui est largement commercialisée. On en a vendu plus de 150. Une aile de secours qui permet de tracter un navire de petite taille, type plaisance ou navire de course au large, en cas de dématage, ou éventuellement en slow navigation pour ceux qui souhaiteraient de temps en temps couper le moteur. On développe un deuxième produit qui, lui, s'adresse spécifiquement à des navires plus grands, navires de pêche, navires de marine marchande, et qui s'appelle SeaKite, qui est celui qui est sur la présentation, qui est une aile de kite aujourd'hui de 50 mètres carrés avec une capacité de traction de 5 tonnes. Et nous avons les financements nécessaires grâce à la BPI pour grossir cette aile et passer à 400 mètres carrés et 40 tonnes de traction, ce qui permettra de venir en hybridation de la propulsion de navires existants afin de réduire jusqu'à 20% les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne la formation des équipages, nous, chez Beyond the Sea, nous conceptualisons, nous concevons des produits par des marins
pour des marins. Et nous sommes convaincus que l'engagement des équipages, notamment des équipages de navires marines marchandes, sera la clé pour que les systèmes qui seront installés à bord puissent être utilisés. Et donc, pour favoriser cet engagement, on a besoin d'éclairer et de former les équipages à des techniques et des pratiques. M. Markovitch citait tout à l'heure, on parle de course au large, des pratiques qui sont différentes de celles de la marine marchande. Et donc, le besoin de formation sera très important. La marine à voile a fonctionné depuis des millénaires jusqu'aux années 1900. Ça fait un peu moins de 200 ans qu'on n'utilise plus la voile, mais malheureusement, pendant ces 200 ans, il y a des connaissances qui se sont perdues ou étiolées. Chez Beyond the Sea, on prévoit la conception d'un jumeau numérique de formation spécifique qui permettra de mettre les navigants dans le cadre des simulateurs qui font déjà partie de leur formation de base, qui les permettra de les mettre dans des conditions de simulation pour leur permettre de manipuler et d'envisager les modes de défaillance des différents éléments qui composent le système Seakite. Je sais également qu'il y a d'autres projets qui sont menés notamment par Winship dans ce cadre-là, en collaboration avec les écoles nationales supérieures maritimes. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Effectivement. Alors, on a parlé technologie, on a parlé aussi de performance et un des enjeux majeurs reste aussi l'évaluation de ces performances pour crédibiliser les technologies et pour instaurer un climat de confiance entre les acteurs. Yves de Moncheuil, vous êtes cofondateur de Sirocco. Je vous laisse également vous présenter et expliquer comment on peut évaluer ces performances aujourd'hui et quels sont les enjeux qui sont liés au développement de tels outils. Oui, merci Marine. Donc, Sirocco, c'est une startup Climate Tech qui est basée à Marseille, que j'ai cofondée avec mes associés, et nous venons de profils assez divers. Aucun d'entre nous n'était capitaine au long cours, mais nous avons parmi nous des gens qui sont des architectes navals, qui ont conçu des bateaux à haute performance, un sportif de haut niveau, et puis des gens comme moi qui viennent du monde de la start-up, de la data, de l'intelligence artificielle. Et notre mission qu'on s'est fixée, c'est donc de travailler sur une plateforme qui permette d'améliorer l'efficacité énergétique des navires pour contribuer à la décarbonation du transport maritime. Donc cette plateforme, elle s'appelle Sirocco Efficient Ship. C'est une plateforme à base de jumeaux numériques bien spécifiques qui modélisent le comportement du navire en fonction des conditions de mer, des conditions météo, de sa configuration et des équipements dont il est muni. Donc, un jumeau numérique, c'est en fait un assemblage de modèles, chaque modèle représentant un composant du navire, par exemple la coque, la superstructure, les systèmes de propulsion vélique, les systèmes de motorisation, qu'ils soient conventionnels ou sur des nouveaux types de carburants, mais aussi la résistance à la houle, aux vagues, les interactions entre les différents systèmes, les voiles entre elles, le gouvernail avec la coque, par exemple. Donc, tout ceci va combiner, créer le modèle de comportement du navire. Ce modèle, il est basé à la fois sur de la physique, ça c'est très important, hein. On va étudier le comportement extrêmement précis, soit en se basant sur des résultats de simulation si on en dispose, soit sur des modèles paramétriques de comportement du navire, et puis bien entendu sur la data IoT qui est collectée sur le bateau si celui-ci existe, ou qui peut être collectée sur d'autres bateaux si on est sur un new build. Ce jumeau numérique représente donc une vision complète du navire, de tous ces systèmes, et a un certain nombre de use cases. Par exemple, d'améliorer l'efficacité énergétique, la consommation de carburant, les émissions de fuel, les calculs de CI, mais aussi la détermination du meilleur mix énergétique pour un navire à propulsion hybride, l'optimisation du routage basé pas uniquement sur la météo, mais aussi sur les performances propres du navire, le travail sur l'efficacité opérationnelle, également sur la sécurité, et puis sur des new builds ou sur des refits,
faire des benchmarks de systèmes de propulsion vélique, est capable de les comparer entre eux, de simuler une utilisation sur des durées prolongées, sur plusieurs années, sur différentes typologies de routes, avec différentes typologies de conditions météo. Pour donner un exemple, à l'automne dernier, un de nos clients a fait une très grosse campagne de simulation sur 4 milliards de milles nautiques pour tester le comportement d'une série de navires en fonction de différents systèmes de propulsion vélique. Donc, les utilisations du jumeau numérique, on va les retrouver tout d'abord en passerelle, être capable d'aider l'équipage dans les décisions qu'ils doivent prendre, que ce soit en termes de routage, mais aussi d'utilisation des différents systèmes. Est-ce que c'est le bon moment pour hisser les voiles ou est-ce qu'il faut compenser la force des voiles par des plans anti-dérive, par exemple? On va le retrouver en Fleet Center quand il va s'agir d'analyser la performance d'un navire ou d'une flotte, d'un ensemble de navires pour déterminer les meilleurs paramètres d'exploitation. Et puis, on va le retrouver en bureau d'études, que ce soit pour améliorer la performance des navires existants, que ce soit pour des campagnes de refit ou que ce soit pour analyser la performance potentielle d'un navire qui n'est pas encore construit, un navire sur plan, et être capable de prendre des décisions quant aux options de construction. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Alors, vous avez parlé performance prédictive et aussi un petit peu de performance opérationnelle. Et maintenant, je me tourne vers Sylvain Faguet, qui est directeur des ventes chez DICE Engineering. Est-ce que vous pouvez également vous présenter et présenter les équipements embarqués à bord pour la performance opérationnelle? Bonjour à tous, donc Sylvain Faguet, directeur commercial chez DICE et associé. Donc chez DICE, oui, alors avant de parler de DICE, moi-même et mes associés, on est tous dans le milieu maritime depuis plusieurs années. Alors plutôt dans le milieu professionnel et les énergies offshore, un milieu où on nous disait, nous on se fiche un peu des réductions de consommation parce qu'on ne paye pas le fuel. Et ça nous a fait pas mal réagir et on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, et plus spécifiquement sur les systèmes embarqués de pilotage, routage, optimisation de la navigation. Donc chez DICE, on offre un système embarqué qui rassemble toutes ces briques qui vont servir à la navigation, qui vont servir aux marins. Je veux bien, Marine, que tu passes à la prochaine slide. Pour optimiser, pour préparer sa navigation et ensuite l'optimiser. Et pour optimiser la navigation, alors comme vient de le présenter Yves, on se base énormément sur un modèle, un jumeau digital du navire, qui est un assemblage de modèles, effectivement, et qu'on va pouvoir embarquer dans le système qui va faire le pilotage du navire. Nous, aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux armateurs, mais aussi aux archinaves, aux chantiers de construction et aux développeurs de systèmes de propulsion par le vent. Et finalement, on intervient sur tout le cycle de vie du navire, depuis les études amont, de design, de conception du navire, pour évaluer l'intérêt d'une technologie ou d'une autre, pour évaluer les gains potentiels sur une route d'intérêt, pour intégrer ces systèmes dans le navire et valider la manœuvrabilité résiduelle du navire. Et ensuite, à bord des navires, en plaçant des systèmes de navigation. Aujourd'hui, on a un ECDIS, on a un autopilote qui sont certifiés, qui sont basés sur les modèles du navire et qui nous sont embarqués à bord du premier cargo roulier moderne à voile, le Canopée. Et à côté de ces systèmes certifiés, effectivement, on amène de l'intelligence, du routage météo, de l'analyse météo et de l'analyse des performances. Ici, et comme derrière moi, je vous invite à bord de la passerelle de Canopée. On vient s'intégrer en passerelle dans la console principale de navigation avec nos systèmes de cartographie et nos autopilotes et nos routages météo. On a signé tout récemment aussi le contrat pour fournir le même équipement à Neoline. On a pas mal de discussions en cours pour être à bord d'autres navires. Et à côté des systèmes embarqués et de l'ingénierie en amont, il y a forcément la formation. Nos outils sont développés main dans la main avec les équipes de l'ANSM. L'idée étant de rendre l'expérience utilisateur du navigateur la plus fluide possible. Dans le même système, on retrouve tout ce qui lui sert à la navigation, la préparation, la validation sur les cartes marines et le suivi, et ensuite en opération et autopilote. Et bien sûr, une fois la navigation réalisée, on peut venir analyser ces navigations,
en temps réel, sur les dernières heures, sur les dernières journées, sur une navigation entière, pour améliorer les modèles. Forcément, il y aura un enjeu à reboucler, à optimiser ces modèles sur lesquels on base cette navigation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain. Donc on a parlé performance et la conception et l'intégration des technologies sont également des enjeux majeurs pour réussir à atteindre ces performances attendues. Simon Boitin, vous êtes chef de projet chez VPLP et vous travaillez au sein d'une équipe réputée internationalement composée d'architectes navals et aussi de concepteurs. Je vous laisse également, comme les autres intervenants, nous parler de votre engagement et nous expliquer quels sont les changements en matière de design, d'arrangement et de taille par rapport aux navires conventionnels. Merci Marine, bonjour, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Ouais. On t'entend très bien. Ok, super. Oui, donc moi je représente donc une société d'architecture navale qui, comme Sycommun Composite, fête ses 40 ans aujourd'hui, cette année plutôt, qui a une longue histoire dans la voile de course et la voile de croisière, notamment avec tout ce qui est trimaran ou multicoque de manière générale océanique. Et donc ça fait maintenant une petite quinzaine d'années qu'on s'intéresse à, on va dire, à l'application à l'utilisation du vent comme moyen de propulsion sur des navires de travail, pour être très général. Avec notre ADN de concepteur de navires, donc de A à Z d'une part, et puis de concepteurs de navires performants à travers notre expérience en course, on se pose des questions de savoir quels pourront être les navires de demain qui fonctionneront avec tout ou partie de leur propulsion qui est prise par le vent. Donc voilà, merci. Donc du coup, aujourd'hui, on a trois domaines d'activité: la course, la croisière et le navire de travail ou maritime. Voilà, donc ça fait un moment qu'en tant qu'architecte, ces questions-là nous taraudent, à la fois d'un point de vue navire, mais également d'un point de vue voile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme moteur éolien sur un navire. Au sein de VPLP, on est un peu à l'origine technique du concept qui a été porté ensuite par la société Aero, donc de cette aile rigide en deux éléments, qui est issue de la technologie de la Coupe de l'América. Mais voilà, et cette aventure-là, elle a été démarrée en 2015 et elle vit sa vie à travers la société Aero, qui notamment équipe le navire Canopée, dont on a déjà pas mal parlé, et qui va recevoir ses voiles cette année. Maintenant, en tant qu'architecte, le côté très intéressant aujourd'hui, c'est la multiplicité, la diversité des projets, et qu'on est capable de, si on change un petit peu de paradigme et qu'on n'est plus uniquement sur la propulsion mécanique, mais qu'on commence à mettre la propulsion vélique dans le mix, on ouvre énormément de possibilités et de typologies de navires différents. Là, j'ai mis une petite illustration avec quelques navires sur lesquels on a travaillé en projet ou en concept. Et en fait, par rapport à une industrie qui est quand même très optimisée et très rodée, le fait de vouloir maintenant mettre des mâts, mettre des voiles automatiques, pas automatiques, plus ou moins simplifiées selon les cas d'usage, ça nécessite de repenser énormément de choses dans le concept du navire pour qu'il puisse fonctionner de manière économique pour ses utilisateurs. Donc, on va pouvoir avoir des technologies de pointe qui vont être applicables sur certains secteurs, comme par exemple la logistique globale, le porte-container. On va pouvoir avoir des navires qui vont maintenant se rapprocher de navires beaucoup plus traditionnels, parce que avec des voiles souples, beaucoup d'efforts musculaires, parce qu'en fait, comme celui qui est en bas à gauche, parce qu'en fait, le brief, c'est de pouvoir être le plus low-tech possible, le plus réparable possible, le plus indépendant possible de technologie. Et on se retrouve vraiment à pouvoir explorer un grand continent inconnu de dessin et de conception, là où auparavant on avait une et une seule solution, une ligne d'arbre
et une ou deux hélices. Donc voilà, donc on est un peu dans cette aventure-là depuis maintenant quelques années, et on sent que on continue à aller de l'avant, et ce domaine-là, avec tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui, ne fait que se développer et va continuer à progresser. Merci Merci. beaucoup, Simon. On va continuer à parler de navires et de design, et plus particulièrement d'ouverture de lignes. Antoine Jarry-Lacombe, vous êtes chef de projet chez Merconcept. Je vous laisse également vous présenter les innovations que vous développez au sein de l'entreprise. Et vous êtes en collaboration avec Vela, qui ambitionne d'ouvrir sa première ligne transatlantique entre la France et les États-Unis en 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel sujet vous avancez en parallèle et dans quel cadre? Merci. Donc Antoine Jarry-Lacombe, chef de projet au département mobilité maritime chez Merconcept. Donc un petit historique de la société Merconcept, donc société créée par le navigateur François Gabard pour héberger ses projets de course au large. Il a accueilli avec le temps plusieurs autres projets de course au large que les siens hébergés chez Merconcept. Et au fil du temps, trois entités à l'intérieur de Merconcept se sont développées. Donc la partie course au large qui va développer les projets de course au large, que ce soit sur la conception, la construction, puis l'exploitation des bateaux en course. Un département qu'on a appelé le Lab, qui va aller faire de la recherche fondamentale sur des matériaux, sur l'énergie, sur le pilotage, sur l'utilisation de la data sur les bateaux de course au large, mais aussi pour la mobilité maritime. Et le troisième département qui nous intéresse ici, qui est la mobilité maritime, dans lequel on développe plusieurs activités et plusieurs savoir-faire qui vont être de faire voler les bateaux et de faire avancer les bateaux avec la force du vent. Et donc, au sein de ce département-là, nous sommes actuellement sur un projet de dessin d'un nouveau navire pour la société Vela, qui est donc une société qui ambitionne de transporter des marchandises avec des bateaux avançant 100% avec la force du vent. Et donc, la volonté de Merconcept, c'est donc de faire des transferts de compétences entre le monde de la course au large et le monde de la mobilité maritime, et donc d'apporter notre connaissance des grands gréements, notre connaissance de la navigation au large, pour gérer et faire avancer ces nouveaux bateaux auxquels nous croyons fort, puisque la propulsion vélique est quand même la première source de décarbonation du transport maritime. Et donc, la société Vela, donc jeune société qui a à peine un an, est en train de dessiner avec Merconcept et d'autres partenaires un nouveau bateau avec des gréements que nous connaissons bien, que nous utilisons aujourd'hui sur les bateaux de course au large, pour être capable de transporter des marchandises avec zéro pétrole. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Et je vais passer la parole pour finir à Ambroise Seffer, fondateur d'EcoTransOcéan. Vous développez dans votre entreprise un navire qui va permettre de relier dès 2026 les ports régionaux secondaires français, pour fournir un service de transport innovant sur longue distance et bien sûr décarboné. Donc, je vous laisse également vous présenter et nous partager votre projet et les principaux enjeux que vous rencontrez aujourd'hui. Bonjour, bonjour Marine. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, je suis marin depuis une vingtaine d'années maintenant, de formation marine marchande. J'ai travaillé dans divers secteurs maritimes, aussi bien sur des vieux gréements qu'à la pêche, sur des ferries, sur des navires de fret maritime, et ainsi qu'au yachting sur des voiliers, sur des grands voiliers. J'ai navigué sur beaucoup d'océans, que ce soit l'Atlantique, Indien et le Pacifique. Et en fait, durant toutes ces années,
tant personnellement que professionnellement. Donc, je suis lié à ces deux secteurs, qui est le transport maritime et le milieu de la voile. Travailler pour le transport maritime et développer des solutions zéro carbone par le biais du VELIC est venu d'une manière complètement naturelle et logique. Donc, au fur et à mesure de mes navigations et de mes expériences, je me suis aperçu assez rapidement qu'en fait, les voiliers avaient des capacités d'emport et surtout qu'ils étaient capables de marcher à des vitesses acceptables comparées aux enjeux du commerce international. L'économie de carburant dans des conditions peu favorables sont déjà très intéressantes. On pouvait aller jusqu'à une vingtaine de % environ. Donc avec toutes les connaissances actuelles technologiques, météorologiques, d'ingénierie aussi, on doit être capable de réinventer la propulsion vélique et d'offrir des solutions alternatives au transport traditionnel. L'équilibre est très fragile aussi sur le milieu naturel et notre empreinte est très forte, encore plus dans les régions côtières et tropicales. J'ai donc décidé de travailler sur ce renouveau du transport afin d'apporter une solution responsable zéro carbone au service d'une économie plus circulaire. Donc à partir de là, le projet est né de créer des nouvelles lignes de transport direct entre les territoires régionaux liés par la mer. Notre première ligne partirait de la mythique cité de Saint-Malo pour rejoindre les territoires de Guadeloupe et de Polynésie. Notre objectif sur ces premières lignes est de relier les territoires français pour les desservir de manière directe, décarbonée et performante. En effet, la France, c'est la deuxième surface maritime mondiale. Et en fait, ça nous est paru évident de commencer par là. Ce néo-transport, pour nous, rime avec le rapprochement des territoires, la mise en valeur de ceux-ci et le développement d'une économie circulaire. Relier donc ces territoires de marins est intimement lié à un transport maritime zéro carbone qui passe par la propulsion vélique. Nous visons donc en priorité le transport de produits régionaux, des partenariats avec les entreprises locales. Les enjeux sont de convaincre les chargeurs de regrouper leurs intérêts autour de cette nouvelle ligne, puis de trouver des financements qui permettront à un premier navire de voir le jour à l'horizon 2026. Notre démarche fait écho à l'intérêt, sensibilise et nécessite pour se concrétiser l'apport de partenaires financiers. Cela nous permettrait d'améliorer et de développer l'étude technique du navire, ainsi de concrétiser rapidement le projet qui est attendu. Évidemment, nous souhaitons aussi reprendre les valeurs traditionnelles de la marine en embarquant quelques passagers, en observant le milieu maritime et en partageant ses expériences. Nous souhaitons donc un navire responsable tant lors de sa construction que lors de son exploitation et de sa déconstruction. Toutes les solutions et innovations permettant de réduire l'empreinte environnementale sont les bienvenues à bord de ce navire. On souhaite pousser les performances en tant que possible. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ambroise. Et merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir pu participer aujourd'hui. C'était très clair. On va passer à un petit temps de questions. Est-ce que certains ont des questions sur les interventions qu'on vient d'avoir, qu'on vient d'entendre? Oui, alors j'ai vu qu'il y avait eu dans le chat une petite remarque sur la démocratisation de l'intelligence artificielle et puis le perfectionnement des jumeaux numériques. Est-ce que vous avez des questions un peu plus précises sur ce sujet? Ou est-ce que certains des participants veulent développer un peu cette question de jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle? Marine, moi, je veux bien maintenant rajouter un petit peu parce que c'est vrai que c'est le cœur de notre métier chez Sirocco. L'intelligence artificielle, on va la retrouver à plusieurs niveaux du jumeau numérique. Tout d'abord, pour créer les modèles, on se retrouve parfois avec des volumes de data extrêmement importants et donc, ce n'est pas forcément simple de trier, d'analyser et de
d'exploiter directement ces datas à la mano, si on veut, pour construire les jumeaux numériques. Donc, l'intelligence artificielle, en particulier le machine learning, peut être extrêmement précieux ici. Et également, à l'opposé, quand tu n'as pas de données sur un bateau, par exemple parce qu'il n'existe pas ou qu'il est tellement vieux qu'il n'y a quasiment aucun capteur dessus, là, on va être capable de retrouver des similitudes avec des navires que l'on connaît, que l'on a déjà modélisés. Et encore une fois, le machine learning va aider grandement à construire les jumeaux numériques. Donc, en amont du développement des modèles, l'intelligence artificielle va être extrêmement précieuse. Après, en exploitation opérationnelle, l'intelligence artificielle va aider le jumeau numérique à reconnaître des situations qui n'ont pas forcément été identifiées en tant que telles, conditions de mer, de vent, de courant, etc. Et donc à se rapprocher de conditions connues et va aider le jumeau numérique à mieux s'adapter et à mieux prédire le comportement du bateau en fonction des conditions dans lesquelles il se trouve. En fait, l'intelligence artificielle va supplémenter l'expérience à la fois de l'architecte naval et aussi de l'équipage qui se fondait avant uniquement sur un petit peu des techniques de doigt mouillé et qui vont être beaucoup plus efficaces à ce niveau-là. Par contre, évidemment, il n'est pas question de prendre le contrôle du bateau, de le faire traverser tout seul, sans intervention de l'équipage. Ça, ce sera utopique. Même le secteur aérien, qui pourtant est très avancé dans ce domaine, ne fait pas voler les avions sans pilote et les bateaux continueront à avoir besoin de l'intelligence de l'équipage à bord. Très bien, merci beaucoup. On a eu une autre question de Monsieur Lombard dans le chat. Le développement du transport maritime à la voile va-t-il obligatoirement de pair avec celui de comptoir dans chaque port dédié au transport, dédié aux marchandises transportées à la voile? On voit d'ailleurs qu'il y a rarement 2 compagnies à la voile basées dans le même port. Est-ce que l'un des intervenants veut répondre, développer cette question? Je peux tenter une réponse. C'est pour l'instant les navires qui utilisent la voile pour transporter des marchandises. On est plutôt sur l'idée de s'adapter bien évidemment et de faire fonctionner le navire d'un point de vue opérationnel avec ce qui existe. Donc soit ro-ro, soit grue, soit portique, etc. Il n'y a pas vraiment, je pense que cette idée-là va continuer longtemps, donc il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir des adaptations particulières au transport à la voile, si ce n'est des problématiques éventuellement de tirant d'air sur certaines technologies, pas toutes, on a pu le voir. En tout cas, clairement, l'idée de l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui initient cette démarche, c'est de dire que on ne va pas modifier, on ne va pas devoir créer des infrastructures ad hoc pour le transport à la voile. Ce serait pas très réaliste ou efficace d'un point de vue pour pouvoir continuer à développer la filière. Donc la réponse est plutôt a priori non. Pour le fait qu'il y ait rarement 2 compagnies à la voile basées dans le même port, c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de compagnies à la voile, mais demain ça changera certainement. Merci. On peut poser des questions en direct? Oui, bien sûr, allez-y. Bonjour, merci pour tous ces briefs, c'est très intéressant. C'est très intéressant et un tout petit peu frustrant pour moi, parce que pour les premiers intervenants, le premier, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom, la société aussi de Michel Desjoyaux ou Merconcept, vous avez, je pense, bien avancé sur vos sujets. Et la question, je suis un peu frustré, c'est que je n'ai pas vu de résultats, mais vous n'avez pas eu le temps de les exposer. Donc la question, c'est quels sont les résultats des premiers tests que vous avez faits? Et en particulier, est-ce que les premières mises en œuvre que vous avez faites vous amènent à penser que l'avenir pour le transport cargo, pardon, c'était ma question, serait un transport à l'avenir complètement fait par voie sans propulsion, ou est-ce que c'est plutôt du mixte qui est un peu la cible? Est-ce qu'il y a des intervenants qui peuvent donner des réflexions sur ce sujet? Je peux peut-être
prendre la main. Merci Frédéric pour votre question qui est très pertinente. Je pense qu'il y a deux visions. Il y a une vision à court moyen terme et une vision à plus long terme. À court moyen terme, d'un point de vue environnemental, et si on suit les différents critères et réglementations mises en place par l'OMI, il va de toute façon falloir qu'on passe par une période de transition où la propulsion vélique sera une hybridation en complément de la propulsion principale qui restera soit carbonée avec des combustibles fossiles, soit décarbonée avec des e-carburants. Voilà. À plus long terme, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de sociétés qui vont être capables de le faire ou qui sont capables de le faire, à plus long terme, il est très probable que le focus soit sur des navires dont la propulsion principale sera une propulsion vélique, qui auront en assistance probablement toujours, au cas où, en cas de sécurité, éventuellement pour produire de l'énergie supplémentaire, une forme de propulsion ou de production d'énergie pas peu carbonée, mais qui le sera de toute façon un petit peu, et qui auront des navires, et ça a été bien expliqué tout à l'heure, qui seront adaptés au transport et aux zones opérationnelles. On a fait de la consommation de masse avec des porte-conteneurs géants sur des lignes très régulières, en utilisant des systèmes de conteneurisation, donc des normes de transport. Il est très probable qu'à moyen ou un petit peu plus long terme, on revienne à des transports plus adaptés aux besoins spécifiques du trade. Voilà, si je peux répondre un petit peu à votre question. Si je peux compléter ta réponse, Marc. Bien sûr. À l'image des appels d'offres que l'on voit passer en ce moment, que ce soit par la coalition des chargeurs ou même Airbus pour leur nouvelle ligne de transport, ce sont des mix. Il y a un objectif de réduction de consommation qui est fixé, mais tout ça en respectant aussi un temps de trajet, une chaîne logistique. Donc, à chaque fois, il faut réadapter. Et c'est pour ça que les bureaux d'ingénierie sont importants aussi en amont. Il faut réadapter, il faut vérifier qu'avec le concept que l'on a dessiné, les voiles que l'on a choisis, le trade que l'on opère, on va pouvoir atteindre les objectifs de décarbonation que le client fixe. Mais tout ça se fait bien. Aujourd'hui, les calls actuels en cours vont chercher des 50% de décarbonation, voire plus. Alors, il y a toujours forcément du coup une partie mécanique, mais qui en fonction du trade, en fonction de la demande du client, peut tendre vers le minimum. Mais après, il y a toujours une réalité effectivement commerciale, logistique derrière. Merci beaucoup. On a eu une nouvelle question dans le chat par rapport à l'hydrogène pile à combustible. Est-ce que la propulsion vélique va-t-il être une technologie de transition? Est-ce qu'on a des intervenants qui veulent répondre à cette question? Ouais, je peux la prendre. C'est complètement complémentaire. En fait, ce sont deux technologies qui peuvent être installées séparément ou en parallèle. Il n'y a pas d'interférence positive ou négative, à ma connaissance, entre ces deux technos. Elles font partie pour les profils de navires ou d'opérations qui sont pertinents, des solutions qui permettent de réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Il n'y a pas vraiment de en plus ou de en moins ou de l'un ou l'autre. Ce sont deux technologies qui peuvent être complémentaires, dont le choix de l'une ou de l'autre est complètement indépendant. Après, économiquement, il y a aussi des questions évidemment d'investissement, et à budget d'investissement constant, il peut y avoir une compétition entre l'investissement dans l'une ou l'autre technologie,
mais c'est bien le seul aspect qui soit un peu qui aille contre la synergie entre ces deux technos-là. Merci beaucoup, Simon. On a de nouveau une question. Comment faire accepter aux sociétés de transport des vitesses de croisière plus faibles et une moins bonne constance des trajets par rapport à la dépendance météorologique de la propulsion vélique? Très bonne question. Est-ce qu'un intervenant veut y répondre? Oui, je veux bien vous apporter peut-être un élément de réponse là-dessus, puisqu'on parlait plutôt de la coalition de chargeurs. Donc, bon, effectivement, ça change un petit peu la donne du transport par rapport aux services classiques qu'on décrivait, notamment quand on parlait des énormes cathédrales qui transportent des volumes de conteneurs considérables, mais qui arrivent un peu comme une horlogerie suisse, voilà, qui permettent de timer, prédire hyper précisément en avance toutes les chaînes logistiques, quelle que soit la distance. Bon. Il y a aussi, à côté de ça, d'autres choses possibles. C'est-à-dire que, par exemple, la coalition de chargeurs dont on parlait, il y a beaucoup de chargeurs, dont Michelin, qui en font partie. Bon, ça nécessite de se mettre d'accord sur des termes qui sortent un peu du cadre ordinaire, hein, puisqu'il faut s'entendre sur un transport qui peut être supérieur, sur la durée du contrat, sur un transit time qui peut être plus faible, plus long, pardon. Mais qui peut surtout être variable. Bon, ce que ça montre, en fait, cette expérience-là, c'est que ce n'est pas impossible. Hein. C'est-à-dire que toutes les sociétés, hein, si on continue dans la chaîne, hein, après l'armateur, il va y avoir un affréteur et potentiellement un chargeur. Tout le monde a besoin maintenant de rapporter au-delà de ses comptes, de rapporter dans ses bilans l'usage et des émissions, enfin, ce qu'il fait pour contrer ses émissions de CO2. Et donc, il y a différentes catégories maintenant qui sont normées, ce qui fait qu'un chargeur peut avoir intérêt à se mettre d'accord avec un affréteur et organiser des services qui vont permettre à tout le monde de reporter dans le temps et de prouver comment ils taclent leurs émissions de carbone et comment leurs différentes chaînes logistiques à l'international arrivent à se décarboner petit à petit. Donc, c'est une donne qui change, mais c'est tout un contexte qui change. Et je pense que, encore une fois, cet appel d'offres de la coalition de chargeurs, pour moi, c'est une très bonne illustration de ce qui peut changer, quoi. Si je peux rajouter sur ce que vient de dire Gilda, la prédictabilité, la constance des trajets n'est pas forcément inéluctable. On peut très bien, à condition de disposer des bons modèles et d'une bonne plateforme de prédiction, savoir combien de temps va prendre un trajet en fonction des conditions météo prévues ou des conditions météo moyennes. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de vent que le bateau va forcément mettre plus de temps. Par contre, effectivement, sur ce trajet-là, il utilisera davantage son moteur conventionnel. Ce qu'il faut voir, c'est que sur une année ou plusieurs années d'exploitation, on va obtenir tant de pourcents d'économie de carbone par l'utilisation du vent, mais d'un trajet à l'autre, on ne va évidemment pas avoir les mêmes performances en termes de décarbonation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire on envoie un bateau sur une transatlantique et on vous dira quand il arrive. On a besoin de savoir quand il va arriver à l'autre bout. On peut aller plus doucement que ce qu'on veut. Effectivement, c'est un moyen de décarboner. On peut mettre les voiles, mais s'il n'y a pas de vent, il faudra quand même mettre un petit peu le moteur. Ce qui est très important, c'est être capable au départ de savoir quelle propulsion on va utiliser sur quel segment, et puis au fur et à mesure de l'évolution des conditions météo, d'adapter en temps réel le mode de propulsion pour arriver à bon port au temps qui a été prévu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si ce n'est pas le cas, il est déjà 14 h. Excusez-moi, je viens juste de poser une question dans le chat. Je sais qu'on finit sous peu, mais j'aurais aimé avoir un peu l'avis des intervenants sur le fait que c'est plutôt des nouveaux acteurs, des nouvelles compagnies maritimes qui sont dynamiques dans le transport vélique. Pourquoi on entend moins les gros, les MSC Co? Merci beaucoup. Bon, je peux peut-être prendre ce point. Merci Christophe. Alors, c'est un avis qui n'engage que moi. Maintenant, je pense qu'il sera partagé.
généralement, on n'entend pas les armateurs. Ce ne sont pas des gens, en tout cas les armateurs classiques, sont des gens qui préfèrent rester discrets et qui ne font pas particulièrement de publicité. Je pense aussi qu'on les entend peu parce qu'ils sont dans une situation complexe, très complexe même, avec des enjeux très importants, que ce soit de renouvellement de leur flotte ou d'adaptation de leur flotte existante aux toutes dernières réglementations. Réglementations qui en elles-mêmes sont déjà très complexes et difficiles à mettre en œuvre. Vous mentionniez CMA-CGM ou MSC. Nous savons qu'ils ont engagé des démarches pour regarder, benchmarker les différentes technologies véliques, par exemple. Donc, je ne pense pas que ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'ils ne font rien. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Marc, je confirme absolument et sans trahir de secret, on travaille avec certains des plus gros armateurs pour étudier justement quelles solutions seront les plus efficaces, que ce soit sur des refits de bateaux ou sur des bateaux futurs. Donc oui, ils ne communiquent pas beaucoup dessus, je suis absolument d'accord, mais ils ont ce sujet à cœur et ils ont un très fort engagement dans ce domaine. Pour compléter la réponse d'Yves, aujourd'hui aussi, ces très grands chargeurs, aujourd'hui, font une telle économie d'échelle avec des chargements de 15-20 000 boîtes, où finalement, l'espace à bord est encore trop valuable pour y installer une aile. Donc, on va voir venir cette propulsion par le vent sur des plus petits porteurs, mais pas ces acteurs-là. Maintenant, pour les très très gros navires, effectivement, pour le moment, l'équation n'est pas encore rentable pour eux. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et il est temps malheureusement de conclure. C'était court mais intense et je vais laisser Élise Détrimont pour le mot de la fin. Merci Marine. Eh ben, merci à tous d'avoir pris la parole, participé et tous les auditeurs d'avoir posé un certain nombre de questions. Je pense qu'on pourrait reprendre chacune et en discuter encore pendant des heures, mais bon, voilà, le temps est compté, c'est l'exercice du webinaire. L'objet aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire un tour d'horizon. C'est pour ça que les présentations étaient assez courtes, et voilà, mais de vous faire un tour d'horizon et on voit bien qu'on a une grande diversité d'acteurs, qu'on a des gens du numérique, du naval, du nautisme, de la course au large, de l'aéronautique qui se croisent aujourd'hui, de la marine marchande. On a finalement un croisement qui justement amène à l'émergence d'une nouvelle filière. Et c'est bien ça qui se constitue aujourd'hui, notamment en France. C'est ça qui est important. On est sur des technologies qui commencent à être installées, à équiper des navires, à être testées. Et toutes les questions que vous posez aujourd'hui, c'est justement celles sur lesquelles chacun travaille individuellement et au sein de WeShip, collectivement. Ces questions sur les grands armateurs, on a lancé un projet, là, une étude de faisabilité dans laquelle des grands armateurs sont justement partie prenante avec tout l'écosystème que vous avez là. Ça bouge très fort et c'est vrai que c'est extrêmement important qu'on continue à porter ça dans les années à venir. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à venir voir peut-être l'événement Wind for Goods qui aura lieu le 1er et 2 juin prochain à Saint-Nazaire, où vous pourrez rencontrer beaucoup d'acteurs et voir des projets. Juste avant, je vais vous mettre un lien dans le chat si ça vous intéresse. Et juste avant aura lieu l'événement InnovSail qui va avoir lieu à Lorient le 31 mai, avec donc un focus là très recherche, mais sur la marine marchande et le vélic. Donc voilà, 2 rendez-vous à ne pas manquer si vous vous intéressez au sujet. Et puis évidemment, suivez nos actualités. N'hésitez pas sur notre site internet winship.fr et sur celui de notre réseau international, International Windship Association. Voilà, merci à tous, très bonne journée. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires. Nous avons aussi une newsletter qui vous donne des nouvelles régulièrement de tous les acteurs et de la dynamique de la filière française. Merci. Merci Lise. Merci beaucoup Lise.